Donc, je pense effectivement que l'Amérique de Trump est en capacité, mais pas seulement l'Amérique de Trump. Je pense que les Congolais doivent travailler avec tous les partenaires qui ont besoin d'eux et dont les Congolais ont besoin pour redresser la situation de leur pays. Supposons que l'épine rwandaise est enlevée. Supposons que l'épine rwandaise est complètement enlevée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite? Bon, ensuite, à partir de ce moment-là, ben, écoutez, on voit avec les entreprises congolaises, les entreprises d'État qui ont envie de structurer le pays et de leur dire, bon, écoutez, nous, on a un objectif sur 10 ans, par exemple, de faire de notre industrie minière l'une des plus influentes en Afrique et dans le monde, et donc nous avons besoin de ci, de ça. Donc, et ils vont discuter techniquement, ils vont amener des experts qui vont discuter de cela sur le plan technique, et ils vont également, il va leur demander, je lui demanderai sur le plan militaire, puisque c'est quand même un pays qui a 9 frontières avec des voisins qui ne sont pas toujours sympas, et je demanderai à avoir un dispositif en termes de formation des services de sécurité qui puisse me permettre à la fois de faire face à des voisins belliqueux et de pouvoir assurer la stabilité des investissements de tous ceux qui ont envie d'investir en République démocratique du Congo. Je pense que si vous avez quelques lignes comme ça qui sont travaillées en profondeur, ben je pense pas que le président Trump il ferait la fine bouche. Hein. Vous ne lui demandez pas l'impossible avec ça. Et en tout cas, on pourrait se retrouver quelques grandes sociétés d'État qui seraient calquées sur le modèle de la Saudi Aramco, avec dont l'introduction en bourse, je crois, l'a valorisée à plus de 2000 milliards, voire 3000 maintenant. Et ça, plus un fonds souverain, plus une armée efficace, pourrait amener aussi une saine compétition sur les investissements dans les infrastructures. Par exemple, les Chinois pourraient investir pour les voies de chemin de fer, parce qu'on sait que ce dont a besoin la RDC, c'est de voies de chemin de fer ou d'autres infrastructures innovantes. Ça peut être autre chose, peut-être davantage d'infrastructures sur le fleuve Congo, que sais-je. Si on avait ça, le Congo rentrerait la RDC rentrerait dans le 21e siècle comme peut-être le moteur du développement africain. Bien entendu, mais si je vous le dis, bon, parce que moi j'ai commencé à travailler sur ce pays depuis plus de 25 ans, parce que j'avais tout simplement, les gens m'ont posé 1000 questions, mais pourquoi je m'intéresse beaucoup au Congo comme ça? Mais moi j'ai simplement compris que c'est un pays phare au sein de l'Afrique centrale et que tout le monde a intérêt à ce que ce pays-là soit faible. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est ceux qui n'ont pas envie que l'Afrique s'en sorte. Ils jouent sur tous les tableaux pour affaiblir ces pays. Et les Congolais, un certain nombre de Congolais participent à ce jeu-là. Et donc, je crois aujourd'hui que si effectivement on est dans cette configuration-là, il est évident que le Congo, dans 5 ans, hein, je vous donne 5 ans, les choses vont changer. C'est-à-dire que vous ne verrez plus un petit Rwanda qui vient chercher à s'emparer de Goma parce qu'il se tiendra à carreau, parce que là ils comprendront que ils ont affaire quand même à un éléphant et qu'on ne vient pas le provoquer comme ça sans avoir une réponse adaptée à votre niveau d'arrogance ou d'agressivité. Et que ça c'est une question fondamentale parce que c'est une question de survie, parce que si on dépaisse le Congo aujourd'hui. Je me souviens que j'avais parlé de ça avec les Soudanais. Il y a quelques années, j'ai fait un livre sur le Soudan et à l'époque, il y avait des pressions internationales extrêmement fortes sur le Soudan pour demander que le Soudan cède le Sud. Mais j'ai demandé aux Soudanais, mais vous avez monsieur John Garang qui a fait la guerre pendant des années, qui était soutenu par les Américains, etc. Il n'a jamais demandé la partition du pays. Est-ce que vous pensez qu'il était suffisamment stupide pour ne pas le faire? Pourquoi vous voulez absolument obtenir la partition du pays? Donc, ils m'ont dit, monsieur Nana, vous ne connaissez pas très bien notre pays, etc. J'ai dit, oui, je ne connais pas très bien votre pays, mais je connais un peu la géopolitique. Et donc, le problème, c'est que ils ont joué sur le terrain des conseils qu'on leur donnait d'accepter la partition. Dès qu'ils ont accepté la partition, eh bien, le pays est tombé en lambeaux. Il n'y a plus de Soudan aujourd'hui. Vous voyez, que ce soit le Soudan du Sud est en miettes. Il y a des guerres interminables là-bas pendant que les autres pompent le pétrole. Et le Rwanda est d'ailleurs impliqué également dans des histoires de ressources pétrolières minières au Soudan. Et du Sud, je veux dire, et le Soudan du Nord est en déliquescence. Donc, vous voyez que si les Soudanais avaient gardé leur pays unis et ils s'étaient battus
pour l'unité de leur pays, eh bien, ils auraient aujourd'hui le Soudan serait un très grand pays sur le plan économique. Donc, Oui, les Congolais, qui sont les voisins des Soudanais, mais ils sont exposés à la même situation. Donc, c'est à eux de comprendre qu'ils sont menacés. J'abonde dans votre sens, mais on a quelques opportunités historiques. La première, c'est que bien sûr, le Soudan a été divisé notamment parce qu'il fournissait la Chine en hydrocarbures. Or, aujourd'hui, ces ingérences de la CIA semblent être amenées à être moins fréquentes. C'est aujourd'hui ce que les analystes disent. Donc, ce genre de situation avec la balkanisation, en effet, le Congo se retrouve dans une situation où il a été peu balkanisé, alors que toute l'Afrique est balkanisée par ailleurs. Tout le monde cherche à balkaniser l'Afrique. Le Soudan a été balkanisé, malgré la situation dans l'est du pays. Il n'y a pas eu de sécession, il n'y a pas un Kivu aujourd'hui qui est un État marionnette du Rwanda, et les frontières internationales du Congo sont reconnues comme les mêmes depuis plusieurs décennies. Donc, est-ce que ce serait pas une situation pour le Congo d'être en quelque sorte, d'avoir la destinée manifeste, pour reprendre le terme des évangélistes américains, d'être la banque de l'Afrique? Parce qu'avec 50 000 milliards de dollars, le PIB mondial, c'est 85. Donc le Congo a plus que la moitié du PIB mondial en réserve. Donc demain, le Congo pourrait être la banque de toute l'Afrique. Et avant, la CIA l'aurait évidemment vertement refusé. Mais dans les décennies qui viennent, pourquoi pas? Mais vous savez, l'arrivée au pouvoir de Trump a été, je dirais, un élément important dans la géopolitique mondiale. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas compris cela. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas cela. Pourquoi? Parce que on fait face à une campagne médiatique extrêmement malhonnête, extrêmement mesquine autour de Monsieur Trump. Moi, je ne suis pas pro Trump, je suis pas américain, donc je n'ai rien à gagner à parler de Trump en bien ou en mal. Hein, c'est pas la question. Le problème, c'est que quand on connaît comment fonctionnait la politique américaine sous George Bush père, sous Bill Clinton et sous George Bush fils, et après sous Biden, on est quand même obligé de constater, bon, les gens n'ont pas remarqué que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, lors de son premier mandat, il n'y a pas eu d'agression américaine contre un pays quelconque. Il n'y a pas eu il n'a pas voulu aller en guerre contre la Syrie, aller en guerre contre, enfin, comme les administrations précédentes, mais poussaient absolument à faire la guerre partout en Irak, etc., détruire des pays, faire comme ils ont fait avec Sarkozy contre la Libye. Ils ont détruit, ils ont passé le temps à détruire des pays qui étaient des pays organisés, des pays qui étaient stables. Moi, je suis allé en Libye dans une période où, malgré les défauts qu'on connaissait au colonel Kadhafi, moi j'ai fait des études à l'université à la Sorbonne avec à l'époque des étudiants libyens qui avaient, vous savez, ils avaient 20 000 francs français de bourse. 20 000 francs, c'est-à-dire qu'ils avaient 2 fois le salaire de nos professeurs. Donc, quel est le pays occidental qui aurait donné une bourse, l'équivalent d'une bourse pareille à ces étudiants? Mais nous, quand on voyait, et les étudiants libyens vivaient à la cité universitaire. Donc, ils avaient des chambres modestes, comme nous tous, mais ils avaient des revenus qui étaient beaucoup plus, et ça ne les empêchait pas, ça ne leur donnait pas la grosse tête pour autant. Hein. Donc, quand on a eu un pays qui avait ces capacités-là d'apporter ce bien-être à ses populations et qu'on a détruit comme on a détruit, les Congolais doivent prendre conscience du fait que l'arrivée de Trump est pour eux une opportunité pour sortir la tête de l'eau. Évidemment, je partage votre analyse quand vous dites que ce que la CIA a pu faire dans les années précédentes, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire la même chose parce que c'est la direction politique qu'on donne à un pays qui permet effectivement que, son armée, ses services de sécurité se comportent d'une certaine façon. Donc, si on donne une mauvaise direction, les gens, ils vont faire comme en Irak, ils vont faire comme en Syrie, ils vont faire comme partout ils ont fait, comme en Haïti, comme ils ont détruit Haïti. Ça a toujours été les mêmes mécanismes avec les mêmes fonctionnements des services de renseignement, des services secrets américains. Donc, aujourd'hui, je pense que moi, je fais partie des gens qui ont étudié en considérant l'UAICD comme la plus grande organisation américaine qui fait le bien dans le monde entier.
Mais c'est avec Trump qu'on découvre effectivement que mais ça n'a jamais été cela. Et donc, c'est un chef de l'État américain, c'est le président américain qui fait sortir des documents qui montrent effectivement que cette organisation a eu un rôle criminel dans un certain nombre de pays, donc de déstabilisation, en menant des actions de déstabilisation. Donc, je pense effectivement que si on sort de la campagne de propagande des médias occidentaux autour de Trump et qu'on regarde les choses de façon froide et de façon indifférente par rapport, et qu'on regarde les choses de façon sur le plan strictement politique ou géopolitique, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que quelqu'un comme le président Trump qui dit que moi je vais défendre d'abord les intérêts de mon pays? Mais c'est ce qu'on attend d'un président. Donc on n'attend pas autre chose. Donc si au lieu de déstabiliser le Congo, de soutenir le Rwanda pour déstabiliser le Congo, lui, il décide, par exemple, de soutenir le Congo pour s'en sortir, eh bien, le Rwanda va être confronté à sa propre réalité, c'est-à-dire de redevenir un État modeste qui s'occupe modestement de ses populations. Donc, et le Congo, qui a des capacités beaucoup plus importantes, va avoir un rôle beaucoup plus important et aussi des responsabilités plus importantes. Parce que il faut savoir que quand vous avez autant de moyens, autant de possibilités, ça va avec des responsabilités également. Donc, je partage votre analyse là sur ce point-là, que si effectivement les Congolais prennent conscience que leur pays en Afrique a un poids sérieux, que ce n'est pas un pays de petits marchands de tapis, et qu'ils décident qu'ils veulent faire de leur pays une puissance économique et une puissance diplomatique, ils vont choisir la méthode et les partenaires qui sont plus à même de les amener dans cette direction.